L'assassinat et une zone géographique restreinte et à la clé aucun résultat tangible. Les victimes sont toutes des jeunes filles de 13 à 23 ans, des proies faciles comme disent les spécialistes. Les faits se sont déroulés entre 1984 et 2005 en Saône-et-Loire. Ils nous font penser à une autre affaire, celle des disparus de Lyon. Mais ici, pour le moment, pas de tueurs en série, des zones d'ombre, des doutes, des questions pour les familles qui attendent de savoir enfin. Reportage, Pauline Dordilly, Bruno Vignier et Guilain de Laval. Des familles ont sillonné ces routes pendant des heures, parfois des mois entiers, à la recherche de jeunes filles subitement évanouies. Dans ce morceau de France, entre le Creusot, Chalon-sur-Saône et Mâcon, on entend des histoires entêtantes, des histoires horribles qui commencent et finissent toujours de la même manière. À partir de 18h30, j'ai commencé à me faire du souci parce que c'était pas son habitude à Carole de rentrer tard. Elle savait très bien qu'elle avait des consignes et les respectait d'ailleurs. Et donc j'ai essayé de savoir où elle aurait pu aller, mais personne ne savait rien. Donc j'ai appelé dans un premier temps la gendarmerie. Et c'est là que je leur ai déclaré qu'elle n'était pas rentrée. Donc ils m'ont répondu, ouais, de toute façon ça doit être une fugue, elle va revenir. J'ai dit non, c'est pas une fugue, je connais ma fille, c'est pas une fugue. Donc on a été retrouvée là, on pense retenue par les herbes. La seule chose qu'on sache, c'est qu'elle était déjà décédée. Ah, je n'ai jamais vu ma fille, je n'ai pas pu la voir. C'est-à-dire pas pu la voir. Enfin, peut-être pu la voir. Mais bon, c'est pas la peine, comme elle était méconnaissable. Il faut mieux garder mon souvenir que de voir dans l'état qu'elle était la pauvre. Le bois de Roselay, près de Mont-Solémine. Il y a 18 ans, le corps de Carole est retrouvé près des berges, contre un arbre. Elle avait 13 ans. La veille, la jeune fille avait passé l'après-midi en ville. Elle n'avait que 500 mètres à faire pour rentrer chez elle. Mais elle n'est jamais revenue. Toute la nuit, la famille et les gendarmes la cherchent. Le lendemain, sa mère Betty est appelée à l'hôpital. Je me rappelle de mes hurlements, je me rappelle avoir soulevé le drap de Carole qui était dans la salle d'expertise, d'avoir vu les impacts des coups de couteau. Et là je me souviens qu'on m'a pris mes deux bras, j'ai hurlé comme une bête sauvage, vraiment, je me remémore ce cri parce que c'est un cri, c'est un hurlement comme une bête en fait. Et là, on m'a attaché sur un fauteuil, on m'a fait une piqûre, voilà. Donc, si, je me rappelle parfaitement de tout ça. Plus tard, sa mère apprendra que Song, ses agresseurs, l'ont forcée à boire de l'alcool, avant de la violer et de la tuer de 4 coups de couteau. Ils ont tenté de mettre feu à son corps pour effacer toutes les traces. Et ça a duré presque 5 ans, j'étais sous antidépresseur, j'étais assise, je me souviens, j'étais assise vers la fenêtre de la cuisine, là où on a vu sur le portail, et toujours en train de me dire, mais je regardais ce portail en me disant, mais je suis rentrée dans une 4e dimension, parce qu'on est tellement paumé, on est tellement... On n'y comprend pas, ça peut pas arriver, et j'attendais que Carole rentre. La section de recherche de Dijon interroge tous ceux qui ont pu croiser la route de la jeune fille. Mais les pistes n'aboutissent pas. Aucune interpellation. 7 ans après, il n'y a toujours rien de concret. Alors c'est un dossier qui était énorme, puisqu'il je vous dis, il y avait 7 ans d'enquête, c'était une armoire complète d'audition, de vérification. Donc j'ai repris tout, feuille par feuille. Donc ça a demandé environ 1 mois et demi. Je vais refaire pratiquement l'enquête à zéro. Je vais retourner sur les lieux. Et là, je vais m'apercevoir quand même qu'il y a des vérifications qui n'ont pas été faites à fond, donc je vais les faire. Parmi les personnes réentendues, un jeune homme attire spécialement l'attention du major. On va aller chercher ce type, et au cours du voyage, il va me dire, d'un seul coup, je me rappelle un jour, j'ai emmené une gamine avec mon copain, je vais lui dire tout simplement, tu m'emmènes où t'as emmené la gamine. Et va m'emmener à quelques mètres près, à l'endroit où la jeune fille avait disparu. Et là, je dis, attends, t'es sûr que c'est la jeune fille que t'as montée, tu l'as prise ici? Oui, elle est montée, Mais j'ai dit, comment elle s'appelle cette jeune fille? Et là, il ne veut rien me dire.
Pendant sa garde à vue, il va me raconter l'enlèvement, enfin un enlèvement d'une jeune fille, avec son copain. Et puis à la fin de sa garde à vue, il va me parler, Carole, il va me dire. Bon, il faut reconnaître que l'audition est compliquée parce que c'est un type qui est suivi par un hôpital de psy, mais il m'a emmené sur les lieux. Et là, je me rappelle encore, comme si c'était hier, il est 21h et elle commence l'audition par le juge d'instruction. Et là, à moi, il m'avait raconté l'enlèvement d'une jeune fille, prénommée Carole. Et là, au juge d'instruction, il va raconter le meurtre. Il va même donner des informations que seul l'auteur pouvait connaître, qui n'ont jamais transpiré chez les médias. Les suspects sont mis en examen, puis écroués. Mais les deux hommes ont un lourd passé psychiatrique. Ils vont se contredire, puis revenir sur leurs déclarations. Leurs aveux ne sont pas jugés crédibles par les experts. Les suspects sont remis en liberté. 18 ans après, Betty ne sait toujours pas qui a tué sa fille. J'estime que ma fille a assez souffert. Ma fille a crié pendant son viol, j'en suis sûre, parce que j'entends tous les soirs, je l'entends. On n'a pas le droit de lui faire ça, de l'abandonner comme ça. Je serais prévenue que je suis très en colère. Mais t'as raison de le dire. Ça fait 18 ans que j'attends, hein. Ça fait 18 ans que... Là, je suis au bord du rouleau, j'en ai marre, il n'y a pas de justice. Je vais vous dire... À la demande de son avocat, les scellés de l'époque ont tous été réexaminés. Et sur l'un d'eux, on a découvert une trace ADN. Elle ne livrera peut-être pas la vérité. Toutes ces années, les scellés ont été ouverts, manipulés. Cet ADN peut être celui du meurtrier, mais aussi d'un enquêteur ou d'un magistrat. Faut y penser à tout ça, hein. C'est pas quel numéro de dossier, hein. La colère de Betty, Marie-Rose la comprend et elle la partage. Sa fille Christelle avait 20 ans quand elle a été assassinée. Le 27 décembre 1996, l'étudiante avait passé la soirée chez des amis, dans le centre-ville de Blanzy, près du Creusot. Elle est repartie vers minuit. Le lendemain, son corps est découvert plus loin, sur la même route, dans un petit chemin, poignardé de 123 coups de couteau. Dans les jours qui suivent, la presse publie une lettre que Christelle avait envoyée à une amie. Elle racontait avoir été menacée par un jeune homme. Il est entendu, mais il a un alibi. L'enquête n'aboutit pas. Depuis 12 ans, toutes les autres pistes n'ont rien donné. Moi je dis qu'on survit. On survit après l'assassinat d'un enfant. Parce que surtout quand on ne sait pas pourquoi, comment, qui, c'est des questions qui vous hantent et qui vous bouffent l'existence, quoi. Ou si on rencontre une personne que vous avez très bien connue 12 ans avant et puis qu'elle ne vous regarde pas, ben ça y est, vous tout de suite vous pouvez penser que c'est peut-être cette personne qui a assassiné votre enfant ou quelqu'un qui vous sourit plus, ou un changement de comportement. On imagine tout. Donc je veux dire, moi il y a un moment où j'ai arrêté de tout imaginer parce que c'était pas vivable. Pour connaître la vérité et récolter des fonds, Marie-Rose a créé une association. Et peu à peu, des femmes se sont jointes à elle. Toutes ont une fille ou une sœur qui a été tuée. Elles ont pris le même avocat et elles se battent pour que leur dossier ne soit pas fermé, puis prescrit. Comme Madame Thiellon, le corps de sa fille Vanessa a été retrouvé dans la Saône, ici à Mâcon. C'était en juin 1999. Après une dispute avec son petit ami, elle part de chez elle en pleine nuit et elle disparaît. Le petit ami a d'abord été suspecté. Il a toujours nié. Ou encore Madame Mère. Elle a perdu sa fille Nathalie à quelques kilomètres de là. La jeune fille travaillait sur une aire d'autoroute. Elle a été battue et étranglée. C'était il y a 21 ans. Pendant toutes ces années, il y a eu des suspects, mais pas de coupables. Plus au nord, près de Chalon-sur-Saône, c'est la fille de Monsieur Bluzet qui est morte. Elle avait 21 ans. Elle a été frappée, bâillonnée, menottée, et elle aussi jetée dans la Saône. Avec le major Jean Guenin, depuis des années, ils font, défont et refont l'enquête. Oui, mais alors, non, mais le corps est là, hein. Donc il ne peut pas être jeté de là-bas, il ne peut être jeté que de là-bas, du pont là-bas. Vous voyez, après il y a un barrage, donc si le corps a été jeté, c'est à partir de ce pont-là. Et il bute, toujours sur le même nom, l'ancien petit ami de Virginie.
Des témoins l'ont vue monter dans sa voiture la nuit où elle a disparu. Mais sans preuve matérielle, la justice a prononcé un non-lieu. Sur cette longue liste macabre figure aussi Sylvie Aubert, elle aussi jetée dans l'eau. Elle avait disparu en 1986. La même année, Madame Pichon perdait sa fille Christelle, au Creusot, au nord-ouest de la zone. La jeune fille s'est évanouie sur le chemin du retour du collège. Elle a été retrouvée le corps transpercé de 33 coups de couteau dans une cave, juste en face de chez elle. 33 mois plus tard, faute de piste, la justice ferme le dossier. Il sera réouvert, mais entre-temps, les scellés ont été détruits, mais pas l'espoir de sa mère. Dans le dossier de votre fille aujourd'hui, il reste pas grand-chose à part un timbre, à moins qu'ils veuillent rechercher quand même dans les salles de scellés, voir si ça n'a pas été perdu dans un coin. Il faut espérer. Moi, de toute façon, jusqu'au bout, je vais me battre. Hein. Tant que le dossier ne sera pas fermé, carrément, je vais continuer à voir, hein, pour qu'on voie avec le tribunal et tout ça. Au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, tous ces dossiers viennent d'être regroupés, pour plus de cohérence. À l'époque des enquêtes, c'était l'âge de pierre de l'ADN. Et l'attention portée au prélèvement scientifique n'était pas la même qu'aujourd'hui. Dans certains dossiers, les faits remontent à 22 ans. Difficile de recueillir de nouveaux témoignages et d'obtenir de nouvelles pistes. Est-ce que la justice va pouvoir un jour répondre à toutes les questions que se posent les familles? Il ne faut pas donner trop d'espoir parce qu'une fois de plus, on travaille sur des dossiers très anciens avec des scellés parfois qui ont disparu et qui surtout ont fait l'objet de multiples manipulations. Et donc il est très difficile d'isoler de l'ADN là-dessus. Donc il y a un moment qu'on va se résoudre à dire que parfois la justice ne peut pas résoudre une affaire. Malheureusement, le 100% de résolution est un objectif. C'est un objectif, mais le 100% de résolution des enquêtes criminelles, on le sait très bien, n'est pas une réalité. À un moment, il faudra en tirer les conséquences. Si cela ne débouche pas, on ne peut pas, effectivement, pendant des décennies, laisser des familles comme cela dans l'attente d'une hypothétique résolution de ces affaires-là. Ni la justice, ni les enquêteurs, ni les familles ne croient à la piste d'un seul et même tueur pour tous ces meurtres. Mais certains modes opératoires se ressemblent. On peut imaginer qu'un même assassin ait tué plusieurs jeunes filles. L'avocat des parties civiles demande que l'ensemble des ADN qui ont été prélevés sur les personnes entendues, en qualité de suspects ou de personnes susceptibles d'eux, que l'ensemble de ces ADN soit comparé, soit croisé. Tout croisé, mais aussi tout analysé. Récemment, les scellés ont été repassés au peigne fin. Et de nouvelles traces ADN ont été découvertes. Elles vont être transmises au fichier qui recense les traces génétiques de tous les criminels. Les meurtres longent l'autoroute A6, où ont pu passer des tueurs itinérants, les grands noms de l'horreur, Fourniret ou Holm. Le major avait exploré cette piste pour le meurtre de Carole. Alors, Francis Holm, non, puisque je m'étais intéressé à lui et à l'époque du meurtre de Carole Soltysik, il était dans les Pyrénées-Orientales. Bon, à l'heure du meurtre, où était-il très exactement, je ne peux pas le dire, hein, on n'a jamais pu le... Mais dans la période du meurtre, il était dans les Pyrénées-Orientales. On a retrouvé sa trace là-bas, avant et après. Et Fourniret? Fourniret, alors lui, c'est effectivement, quand on voit l'époque du meurtre de Carole Soltysik, le Fourniret était à Saint-Cyr-les-Colons dans l'Yonne, ce qui est distant d'environ une centaine de kilomètres du lieu de découverte. Pourquoi pas? C'est à exploiter. Comment savoir? Sylvie, Vanessa, Christelle, Virginie, Nathalie ont-elles croisé la route d'un de ces tueurs en série? Je veux prendre le cas de Fourniret, comme je l'expliquais à la cour. 10 ans pendant lesquels il s'est arrêté,
On va pas me faire croire que pendant 10 ans, il n'a rien fait, ce type-là. C'est pas possible. Il s'est pas arrêté du jour au lendemain pour reprendre 10 ans plus tard. Alors que, vous savez, un tueur en série, il s'arrête pas. Grand nom du crime, tueur isolé, familier des victimes, personne ne le sait. Aucune de ces affaires n'a été résolue. Et vous savez, il y a des assassins qui courent les rues. Il y a les enfants et les jeunes filles qui se promènent encore dans les rues. Les assassins peuvent recommencer tous les jours. Il y a 3 ans, le corps sans vie d'une étudiante a été découvert dans la Saône encore, à Mâcon. Un nouveau meurtre violent et à ce jour inexpliqué. Elle s'appelait Anne-Sophie. Elle avait 20 ans. Affaire à suivre. C'est l'heure de l'interview. Autre rendez-vous, celui de Zoé Varier. Je vous le disais tout à l'heure, voici la voix de